Salut à tous, salut à toutes. Aujourd'hui, on publie un épisode de Coup d'État X un peu spécial parce qu'en fait, c'est le dernier de la saison 1 de Coup d'État X. Et pour conclure cette première saison avec les 13 interviews qu'on a faites jusqu'à maintenant, on a décidé de faire une interview un petit peu spéciale où ce serait Dimitri, donc qui est le Head of Content de Coup d'État, qui va m'interviewer, qui va me poser des questions sur tout ce que j'ai pu apprendre en termes d'état d'esprit dans Coup d'État X. Parce que c'était ça l'objectif de cette série et c'est l'objectif de toute cette saison, c'est de montrer l'état d'esprit d'entrepreneurs, comment ils voient le monde, comment ils font pour avancer au quotidien et comment ils gèrent leurs émotions, leur façon d'avancer dans la vie et de prendre des décisions de la bonne manière. Donc voilà, c'est un épisode où c'est Coup d'État, X Coup d'État. J'espère que ça va vous plaire. On va se retrouver pour la saison 2 un peu plus tard, d'ici quelques mois. Allez, bisous. Salut Valentin. Salut Jim. Ça va? Ça va et toi? Très bien. Alors t'es le CEO de Coup d'État. Ouais. Alors pour donner un peu de contexte, Coup d'État c'est une plateforme qui tend à devenir le Netflix de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'on produit du contenu pour les gens qui veulent être plus entreprenants dans leur vie, quels que soient les thèmes et quelle que soit l'échelle. Et on a une série qui s'appelle Coup d'État X, où on interviewe des gens qui sont plutôt entreprenants dans leur vie. Et d'habitude c'est toi qui poses des questions. Donc aujourd'hui c'est toi qui vas y répondre pour cet épisode un peu spécial. Trop bien. Alors la première des questions que je voulais te poser, c'est qu'on a eu beaucoup de gens, on a eu des sportifs, des artistes, des entrepreneurs qui montaient des PME, des entrepreneurs qui montaient des startups, des vidéastes, etc. Et je me demandais si tu avais décelé un point commun entre toutes ces personnes. Ouais, genre c'était assez intéressant parce que donc on a fait en tout 12 interviews, ça doit être la 13e celle-là. Il y a un point commun, genre il y a pas de personnalité type pour être entrepreneur. Par contre, il y a un point commun entre tous les gens qu'on a reçus dans Coup d'État X. On en parle souvent, tous les deux. Genre, c'est des trucs qui nous ont beaucoup marqué. Ça fait 1 an qu'on a lancé Coup d'État X. Et c'est des trucs qu'on s'est imprimés. Genre, hier soir, on en causait encore, tu vois. On était là en mode, ouais, regarde, c'est ce que Sofiane Pamard disait dans l'épisode 1. Et si tu le mélanges à ce truc-là, tu prends des bonnes décisions dans ta vie. Et en fait, je pense que le point commun, il est là. Le point commun, il est dans la prise de décision et dans comment tu fais pour avancer. Et quoi qu'il arrive, rester en mouvement et être tout le temps à chercher la next step, quoi. Ce qui est impressionnant, c'est leur capacité à la fois avoir cette vision long terme qui les excite, où ils se disent putain, je peux aller changer le monde, je peux aller faire ce truc énorme. C'est Guillaume d'Agricool, tu vois, qui te dit moi mon but c'est pas juste d'avoir 3 conteneurs dans une ville, c'est d'en mettre partout dans le monde et que les gens partout dans le monde puissent manger des fruits et des légumes de trop bonne qualité qui ont poussé en ville. C'est Sofiane qui te dit je m'arrêterai pas tant que tout le monde me connaîtra pas. Enfin tu vois, c'est cette grande vision et à la fois leur capacité à exécuter au quotidien. Et en fait, ce truc-là de savoir découper cette grande vision en sous-parties qui font que tu peux avancer et que tu as des récompenses régulières et récurrentes et où tu dis ok, j'avance. Et à un moment, tu finis par atteindre ta vision ou pas, mais tu finis toujours par atteindre quelque chose d'incroyable. C'est ce qui fait le point commun entre tous ces gens, tu vois. Il y avait une autre question que je me posais. C'était en termes de relations humaines et en termes de techniques d'interview. Parce que vu que tu en as fait plus d'une dizaine de 1 heure, tu as dû développer des sortes de skills de, par exemple, orienter un sujet, comment amener la personne à dire telle chose ou telle chose, comment gérer les relations humaines dans une conversation. Ouais, c'est assez marrant parce que je réfléchissais à ça l'autre jour sur la façon dont j'ai progressé en fait à force de faire des interviews, quoi. Au départ, il y a vraiment une grosse différence entre les premières interviews et la fin. Ouais, on peut voir la courbe de progression qui est assez incroyable. Il y a une grosse différence et elle est liée à 2 trucs. Genre, la première chose, et je pense qu'on pourra y revenir un petit peu plus tard, c'est ma propre santé mentale, quoi. Ouais. Genre, je suis devenu plus à l'aise avec moi-même et j'avais un peu plus confiance et tout ça, et donc je suis plus à même d'écouter les gens. Genre, c'est beaucoup plus facile d'écouter les gens en face quand t'es bien avec toi parce que t'es pas concentré sur est-ce que mes cheveux ils sont de traviole, est-ce que je suis en train de parler n'importe comment, si tu fais une erreur c'est pas grave, etc. Donc il y a ce premier truc là, genre c'est venu, quoi. C'est vraiment le truc de ce qu'on dit chez Coup d'État tout le temps, c'est entoure-toi de personnes qui le font en même temps que toi, ça va te pousser à devenir un peu comme elle. Ça a fait ça, quoi. Pas que, il y a d'autres trucs dans ma vie qui ont fait que ça a changé, mais voilà. Et le deuxième truc, c'est qu'en fait, je suis passé d'un système où aux premières interviews, j'écrivais genre une vingtaine de questions que j'apprenais par cœur. Ouais. Et en fait, pendant toute la conversation, j'étais en mode, bon, là, il dit un truc intéressant, ou là, elle dit un truc intéressant. Il faut que je me prépare parce que quand elle aura fini de dire ce truc intéressant, il faut que je pose ma prochaine question. C'est un peu ce que je suis en train de faire là. Ouais. Et en fait, c'est une erreur. Et en fait, c'est terrible. C'est terrible parce que, et ça marche pour tout. Ça marche pour les interviews parce que c'est filmé, etc. Mais ça marche dans la vie. Genre, quand tu as une conversation avec quelqu'un, si tu es en train de penser à comment tu vas faire pour enchaîner la conversation
conversation, en fait… T'es ailleurs, quoi. Ouais, t'es ailleurs. Ce que tu te dis dans ta tête, c'est que t'es en contrôle et que du coup, genre, tu combles de la peur. T'as peur qu'à la fin, la conversation s'arrête. Et en fait, le problème, c'est que c'est l'inverse qui se passe. Genre, t'es hors contrôle complètement parce que si t'as peur que la conversation s'arrête à la fin, et ben en fait, tu écoutes pas ce que la personne te dit et donc c'est impossible de rebondir sur un truc qu'elle te dit. Et donc en fait, tu te fermes des portes automatiquement et t'écoutes pas. La personne le sent probablement, elle est là en mode elle se renferme, elle sait qu'il y a des caméras, c'est dur pour elle aussi, c'est compliqué. Enfin voilà. Donc en gros, je suis passé d'un système où ouais, j'écrivais mes 20 questions, je les apprenais par cœur et j'attendais qu'ils aient fini de parler pour poser la suivante. Où souvent c'était genre tout le parcours de la personne, je voulais passer sur tous les trucs et tout, tu vois. Et en fait, à un moment, j'ai fait genre mais ça me gonfle. Genre quand j'ai des conversations intéressantes avec les gens, c'est toujours genre en fin de soirée, je suis en discussion avec une personne qui reste toute seule dans la soirée et on cause de trucs hyper profonds. Pourquoi on fait pas juste ça en fait pendant les interviews coup d'état et donc en fait j'ai écrit genre mes dernières interviews, il y a genre 4 questions qui sont vraiment les gros points pour relancer complètement la conversation sur un autre sujet si jamais il y a besoin. Mais par contre, je pars en me disant c'est une discussion normale avec un pote. Genre, je pars vraiment du principe que la personne en face est un pote ou une pote. Et je viens et genre, tu vois, genre, tu le vois dans mes intros par exemple. Dans mes intros, à la base, je faisais un truc genre « Salut, t'es le CEO de X boîte, t'as fait ça dans ton parcours. » J'étais là en train de me poser des questions genre « Faut pas que je me trompe dans les chiffres, il faut des vanity metrics pour que ça impressionne les gens et tout. » Et en fait, j'ai ditché tout ça, j'ai tout viré et j'ai juste Mais t'as pas peur que du coup, la conversation dérive beaucoup trop? Ben en fait, c'est trop bien quand la conversation dérive, parce que tu creuses dans la personnalité des gens. Moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Genre dans la vie, il y a vraiment que la personnalité des gens qui m'intéresse et leur culture et leur façon de penser, parce que tous les trucs dont je peux m'imprégner, j'essaie de m'en imprégner aussi, et je me dis, tiens, ça c'est vraiment intéressant en termes de manière de penser, je le veux, tu vois. Et en fait, à poser une question qui est genre, tu vois, Ty Chris, l'interview, je la commence, genre, j'ai fait un petit palmarès parce que ça me faisait marrer, tu vois. Mais bon, je le connaissais bien pour le coup, tu vois, voilà, la personne est toujours contente et tout. Mais je commence en disant, vas-y, comment tu prends des décisions dans ta vie, tu vois. Ouais. Et le gars, il est là en mode, bah, je suis apte, tu vois, et puis après il réfléchit, et puis il commence à répondre à la question, et c'est trop intéressant. Et en fait, dans ma tête, il y a tout qui s'inscrit en mode, tout ce qu'il dit d'intéressant, je le liste, et je fais, ouais, ça c'est bien, et je priorise au fur et à mesure. Et quand il a fini de répondre à sa question, j'ai vraiment tout écouté, genre j'ai essayé d'internaliser un peu tout ce qu'il m'a dit et tout, et je repense au truc qui était le plus intéressant dans ma tête, et je fais, attends, mais du coup, t'as parlé de ça, dis-moi en plus. Et souvent, le truc le plus intéressant, et si tu les flattes un petit peu, tu vois, genre il y a un truc de « Putain, ça, t'as dit un truc trop bien », hop, ils sont contents, dis-moi en plus. Ah bah ouais, avec plaisir. Et hop, ça s'enchaîne, et ça dérive progressivement, et ça tisse une conversation qui est unique à ton podcast, à ta vidéo, tu vois. C'est le problème de trop de gens qui font des interviews et de journalistes et tout ça. C'était une grosse frustration à une époque dans ma vie, genre de voir des journalistes, genre surtout dans le rap, tu vois, qui interviewent des rappeurs, qui ont des trucs fascinants à dire. Et ils posent toujours les mêmes questions, tout, c'est terrible, genre. Et je suis là, genre, putain, mais encore. Ou tu sais, t'as les gens qui essaient d'interpréter ce que font les artistes. Non, pas du tout. Et en fait, genre, je pense que pour répondre à ta question à la base, c'est vraiment genre comment je fais pour être le plus ouvert possible, pour que ce soit vraiment la personnalité de la personne là maintenant, dans ce fauteuil, dans son état émotionnel, à l'instant T, qui parle. Ok, ouais. Et comment tu ferais du coup pour conseiller des personnes qui aimeraient lâcher ce contrôle, être plus dans la conversation et ne plus penser à tout ça? Parce qu'il y a un grand truc dans l'entrepreneuriat, c'est la peur. Les gens ont peur de ci, les gens ont peur de ça, du jugement, de se planter, d'échouer, etc. Comment tu ferais toi? Qu'est-ce que tu dirais aux gens? C'est le plus gros problème. Genre, c'est le problème de fond dans l'entrepreneuriat la peur, ouais. Et tout ça, c'est la peur. Et en fait, le problème de la langue française, c'est que la peur, c'est qu'un seul mot pour plein de phénomènes différents. Genre comme tu dis, la peur du jugement, c'est très différent, par exemple, de la peur de l'échec, tu vois. Même si ça va un peu ensemble. T'as la peur de ne pas être validé, t'as la peur… Genre, il y a vraiment plein de types de peurs différentes qui sont toutes sous le même mot qui est la peur. Donc en fait, déjà, il faut arriver à décomposer et à connaître un peu tes propres émotions. Bon, on rentre dans l'aspect psychologique de la chose, qui est le truc qui me fascine le plus dans ce que j'ai appris cette dernière année sur Coup d'État. Déjà parce que je suis passé par une phase de dépression et que j'ai fait de la psy et que j'ai découvert la psychologie et que je trouve ça assez incroyable, tu vois, genre ça façonne complètement ma façon de voir les choses, tu vois.
Et en fait, la peur, bah, c'est une émotion. Et ces différents types de peur sont toutes des émotions différentes. Et en fait, il faut apprendre à juste reconnaître ça, quoi. Genre, là, maintenant, je vais commencer une interview. J'ai peur de me faire juger. La plupart du temps, ça va être ça, tu vois. J'ai peur du rejet des autres, ok? C'est une peur qui est complètement primitive, qui vient de l'époque de la préhistoire où l'évolution a fait que… Tu avais besoin d'être en groupe pour survivre. Exactement. Tu as besoin d'être en groupe pour survivre. Donc les gens qui ont des shots de dopamine quand ils se font valider par les autres, ils survivent. Parce qu'ils sont tout le temps en train de pousser à je veux de la validation et donc ils font partie du groupe et tout ça. Le problème, c'est que l'évolution a été moins vite que l'évolution de notre société et que du coup, on se retrouve dans une situation où tu as quand même peur du rejet des autres alors que ça n'a pas de sens. Et que les leaders de ce monde sont des gens qui ont beaucoup moins peur du rejet des autres que la moyenne, quoi. Et en fait, à partir du moment où tu veux devenir un leader et quelqu'un qui fait des choses intéressantes et qui casse un peu les codes et qui veut sortir de ça et créer quelque chose de nouveau, il faut arriver à prendre conscience que t'as peur, parce que t'as peur. Genre, t'es un être émotionnel, t'es un animal, tu vois, genre t'es juste un homo sapiens, tu vois. T'as peur, nécessairement. Et si t'arrives à prendre conscience que t'as peur, mais que cette peur, elle est décorrélée d'un vrai danger, et ben en fait, tu fais le truc quand même. Et ce qui est fou, c'est que c'est un muscle. C'est comme un muscle. Ouais. Genre, tu dépasses ta peur, t'y vas, tu vois, t'es méga stressé, c'est une forme de peur, tu vois, le stress. T'es stressé, t'y vas, tu le fais, et à la fin, bah, tu publies ta vidéo, tu publies ton podcast, et t'as une validation qui est beaucoup plus forte que l'absence de validation que t'aurais eu en abandonnant, par exemple. Et donc, en fait, tu pousses, et t'as une validation. Et la fois d'après, tu recommences. Et puis t'es stressé pareil. Et en fait, tu recommences et 10 fois, 15 fois, t'es stressé pareil. Et puis au bout d'un moment, bah, ton cerveau, il commence à adapter ton truc et tu finis par aller à une interview, même avec quelqu'un de très connu, genre Ty Chris, tu vois, tu finis par y aller en te disant « Ouah, ça va être trop bien !» Parce que quand la vidéo va sortir, les gens, ils vont tous m'envoyer des shots de validation. Et en fait, genre, tu inverses complètement ton processus de pensée. C'est ce qu'on appellerait sortir de sa zone de confort, tu vois. Sortir de sa zone de confort, toute la théorie sur ce truc-là, je suis pas un grand fan de l'histoire de zone de confort et tout, mais toute la théorie sur ce truc-là, c'est si tu sors suffisamment, tu élargis ta zone de confort. Et ben c'est ça, c'est juste en fait, tu façonnes tes émotions pour que des situations qui normalement te font peur ou te font des réflexes qui sont mauvais pour la personne que tu veux devenir, et ben tu façonnes tes émotions pour que elles te poussent à faire des trucs naturellement qui vont être bons pour la personne que tu veux devenir. Et sur la question du leader, toi, tu as dû monter Coup d'État, tu avais 22 ans, tu as dû monter une team, etc. Quand tu recrutes des gens qui ont plus d'expérience que toi et qui sont souvent plus âgés, comment ça s'est passé, toi ? Il y a plusieurs trucs à prendre en compte. Bon, je peux raconter l'histoire d'un peu tout le monde. Enfin, genre en gros, donc là maintenant, on est 6 chez Coup d'État, bientôt 5. Parce que bah, du coup, tu vas partir. On va passer là-dessus après. Et c'est une très bonne chose pour toi et pour nous, enfin pour tout le monde, quoi. Donc on est 6 chez Coup d'État. Il y a toi donc qui est Head of Content qui t'est occupé de toutes les vidéos jusqu'à maintenant, de réaliser, de créer les contenus, etc. Il y a Nesrine qui est réalisatrice, qui est derrière les caméras. Salut Nesrine. Qui est derrière les caméras, qui réalise, qui monte aussi. Enfin, vous avez fait le job à deux pendant un moment, qui s'occupe du social media. Il y a Anaï qui est Head of Community depuis quelques semaines. Il y a Parian qui s'occupe du produit et il y a Filzé qui s'occupe de la tech. Tous ces gens-là, ils ont un point commun et finalement, pour répondre à ta question qui est comment j'ai fait pour recruter des gens, comment ça s'est passé, le gros avantage d'être chez The Family, c'est le réseau, tu vois. Et en fait, The Family a joué un rôle gigantesque là-dedans et encore plus la marque Coup d'État. Je veux dire, j'ai pas créé Coup d'État de zéro, loin de là, tu vois. C'était une vraie opportunité. Je vais voir Oussama, il me dit on voudrait lancer Coup d'État et je fais bah vas-y go, tu vois. Genre il y a une communauté de ouf. Moi, Coup d'État, ça a changé ma vie à l'époque. Imagine ce qu'on peut faire. Bah ouais. Imagine ce qu'on peut faire si on l'amène à être un truc encore meilleur où on pousse le niveau d'excellence toujours plus haut pour essayer de donner vraiment des clés aux gens et les faire dépasser cette peur et faire en sorte qu'ils prennent le contrôle de leur vie pour faire ce qu'ils ont envie de faire, tu vois. Genre imagine si on fait ça. Ça c'est l'opportunité et en fait genre il y a la marque à la base quoi. Je veux dire Filzy, il est venu parce que je l'ai appelé, bon, on avait bossé un peu ensemble, etc. Donc c'est du réseau de précédentes boîtes que j'avais créées et où en fait je voulais un peu, j'avais bossé un peu avec des gens à droite à gauche et il y avait Filzy dedans, tu vois. Je l'ai appelé, je lui ai dit salut, je reprends Coup d'État, est-ce que t'es chaud? Il m'a dit Coup d'État? Oui, direct, tu vois. Toi, on s'est rencontrés à un week-end d'onboarding The Family au château de The Family. Ils sont timbrés, je les adore. On s'est rencontrés à un week-end d'onboarding.
Et ben, genre, il y avait 6 personnes qui ont essayé de te recruter sur la journée. Je suis allé te voir à 3h du mat, tu t'es posé à côté de moi en fin de soirée, tiens, encore une fois. Et tu me fais, je te fais, bon, j'ai vu qu'il y avait 6 personnes qui avaient voulu te recruter. Je te propose rien, mais si tu veux venir, t'es le bienvenu, tu vois. Si jamais. Ou si t'as quelqu'un, si machin, tu quelqu'un vois. par hasard. Et du coup, bah, t'as fini par dire oui, parce que ça t'a travaillé. Et donc, Tous les week-ends, j'y ai pensé. Et donc, je t'ai laissé le choix, tu vois. Genre, vraiment, je t'ai pas poussé à quoi que ce soit. Je t'ai fait un peu te projeter dans voilà ce qu'on pourrait faire ensemble et ce sera lourd, tu vois. Mais c'est tout. Genre, j'ai pas essayé de forcer quoi que ce soit. Pariante, ça c'est venu hyper facilement aussi parce que, il a fait comme Filzy. Coup d'état, oui, tu vois, genre, instant. Parce qu'il y a la puissance de la marque de coup d'état derrière et voilà, ouais. Et je te dis ça aussi par rapport à, par exemple, tu dis, dans la société, par exemple, tu prends quelqu'un qui a 22, 23 ans, il gère une team de 6 personnes, tu vois, c'est un peu bizarre. Tu dis ça à mes parents, tu vois, ils vont trouver ça trop chelou. Du coup, je voulais savoir pour toi comment c'est passé, si t'avais de la pression au début, comment c'est passé niveau management, tu vois. Parce que on a 22 ans, on n'a pas non plus énormément d'expérience, comment on gère les personnes, etc. Bon, déjà, genre, si tu reviens un petit peu sur mon parcours, genre, en fait, j'ai commencé à essayer de créer des boîtes quand j'avais 12 piges, quoi. Genre, j'ai un petit peu d'expérience, des trucs de merde, tu vois, au départ. Genre, vraiment, tu sais, c'est... Genre, à chaque fois qu'Oussama, il parle de... sous-estimez pas à quel point votre première œuvre doit pas être votre chef-d'œuvre. Je suis là, genre, si vous saviez, tu vois. Genre, mes premiers trucs, c'était vraiment terrible, tu vois. Et c'est normal, genre, c'est trop bien. Ouais, ça fait partie du processus. Ça fait partie du processus, tu vois. Genre, il y a vraiment ce moment où je me suis dit, un jour, je voudrais faire un truc gigantesque et ce sera lourd, tu vois. J'y vais. Et genre, à chaque fois que j'ai lancé un nouveau projet, j'étais convaincu que ce serait un truc gigantesque. À chaque fois, c'était faux, tu vois. J'espère que coup d'état sera celui-là, tu vois. Mais bon, j'en sais rien. Et si ça l'est pas, c'est pas grave, tu vois. Genre, ça fait partie du processus, quoi. Ce truc de vraiment manager des gens, c'est arrivé avec Menu Next Door. Genre la boîte d'avant coup d'état, du coup. Où chez Menu Next Door, j'étais CPO, donc je m'occupais du produit. Et en fait, là, j'avais une équipe de dev avec moi et j'avais ce truc de comment je fais pour gérer une team semaine après semaine, qu'on se concentre sur nos métriques. Tout ça, j'ai mis 1 an à comprendre comment les métriques fonctionnaient. C'était un enfer. J'aurais trop aimé avoir la saison 2 de coup d'état à cette époque-là, tu vois. De coup d'état entreprendre. Ça a pris du temps, mais j'ai appris à comprendre comment les gens fonctionnaient, à ce que tu pouvais dire, ce que tu pouvais pas dire, comment t'es gentil, comment tu fais du mal aux gens. Genre, faire du mal aux gens, c'est un truc qui est terrible en management, en fait. Par contre, leur mettre des limites et leur mettre un cadre pour qu'ils sachent les choix qu'ils doivent faire, etc., ça les aide à accélérer. Enfin, il y a énormément de leçons qui viennent. Et en fait, les leçons de management, je les ai apprises comme ça. Et après, il y a une grosse phase d'apprentissage sur coup d'état aussi. Genre, il y a eu la phase où j'ai essayé de micromanager tout le monde. Genre, on avait cette board de tâches où genre je voulais absolument que vous avanciez toutes vos tâches pour que ce soit une grosse to-do de toute l'équipe. Et je voulais être au courant à chaque minute de ce que chacun faisait pour être sûr que ce soit dans les temps. Et puis progressivement, j'ai appris à lâcher prise et à dire bon, en fait, vous savez ce que vous faites autant que moi, voire mieux, genre pour tous, tu vois, et pour toutes, j'arrête de vous fliquer, tu vois, genre maintenant je vous dis vous allez faire ce truc-là, vous êtes chaud, oui, non, on discute, machin, on se met d'accord, ok, si tu veux faire ce truc-là, vas-y, tu le fais pour quand, tu penses que t'en as pour combien de temps, pour tant de temps, ok, et c'est délivré. Après ça sort de ma tête et c'est plus moi qui m'en occupe, tu vois. Et en fait c'est une façon de gérer l'équipe qui est déjà beaucoup plus chill pour moi parce qu'en fait je peux rentrer chez moi le soir et mater Game of Thrones tranquille, tu vois, sans me dire waouh, faut que je passe ma soirée à planifier la journée de demain pour tout le monde, tu vois. Genre j'ai déjà assez à planifier mon propre temps, c'est déjà beaucoup, tu vois. Donc non, t'apprends à lâcher prise comme ça. Et pour l'âge, l'âge, ça a toujours été un problème. Genre en fait, quand j'ai commencé mes premières vraies activités à 12 ans, tu vois, c'était un énorme problème. Genre t'as 12 ans, les gens ils te regardent, au collège, il y avait d'autres problèmes que ça au collège, tu vois. Genre on peut parler de l'éducation tant que tu veux, quoi. Mais au collège, genre les gens ils étaient là en mode mais qu'est-ce que tu fais avec ton blog pourquoi tu fous ça, tu vois. Et puis en fait, t'es trop jeune, t'es pas journaliste, t'es tout ce que tu peux imaginer, quoi. Et en fait, c'est un environnement qui est toxique as fuck, tu vois, genre pour démarrer quelque chose. Puis au bout d'un moment, tu finis par avoir des victoires. Et puis genre ton ego de 12 ans ou de 13-14 ans, il fait genre je vous l'avais bien dit, bande de cons, tu vois. Ce qui est la pire chose à faire, genre vraiment ça va pas, tu vois. Mais bon, à l'époque, tu fais avec ce que t'as, quoi. Et puis en fait, genre t'as des victoires et puis tu te fais une carapace. Et c'était une carapace qui était pas très saine, tu vois. Genre encore chez Menu Next Door, quand je suis rentré chez Menu Next Door, j'avais 19 ans.